On s'est un peu interrogé sur mais d'où vient cette politique, pourquoi on la met en place. Et on a lu notamment un ouvrage très très intéressant de Marc Viel, qui a eu la gentillesse de venir ce soir et que je remercie beaucoup, qui est un urbaniste, directeur d'études à l'agence d'urbanisme de Grenoble de 77 à 81, donc il connaît bien la ville, il connaît bien l'histoire. Puis il a été pendant ensuite 20 ans directeur d'urbanisme de la communauté urbaine de Brest, de 1980 à 2001. Et depuis quelques années, fort de cette expérience, il mène une réflexion approfondie sur ces questions de l'urbanisme et sur la question de la densification. Et dans son dernier ouvrage qui s'appelle Le Grand Paris, il y a une phrase qui a retenu notre attention, qui est l'illusion de pouvoir contrer l'étalement urbain par la densification. Enfin, contrer l'étalement urbain par la densification, Marc Veil nous dit que c'est une illusion. Donc c'est sur cette question de l'illusion de la densification que nous allons vous céder la parole. Moi, mon approche du sujet, de la question de la densification, elle est surtout liée un peu à mon histoire professionnelle. J'ai été effectivement directeur de l'agence d'urbanisme de Brest et j'ai fait pas mal de recherches sur le lien entre urbanisme et transport. Et bon, finalement, j'ai commis un bouquin il y a une bonne vingtaine d'années où j'insistais sur le lien entre densité et vitesse. C'est-à-dire qu'en fait, quand on avait de la vitesse, on n'avait pas de densité et réciproque. Moi, quand j'ai commencé mon cursus professionnel il y a déjà pas mal de temps, on était très pour la densité. Et on avait une approche qui consistait à dire que la densité, finalement, c'était la ville, et que c'était essentiel pour avoir les équipements, pour avoir tout ça. Les architectes étaient encore plus pour la densité. Et puis, il y a eu le séisme des années 70, où, en définitive, il y a eu une sorte de ras-le-bol par rapport à cette vision des professionnels de l'urbanisme, qui s'est traduit dans les textes, qui s'est traduit, en particulier, on a inventé ce qu'on a appelé le plafond légal de densité. Au-dessus d'une certaine densité, il fallait payer pour être autorisé à dépasser les plafonds. Et on pensait à l'époque, parce que la densité, on l'associait en quelque sorte au droit des propriétaires de faire ce qu'ils veulent, en quelque sorte. C'est comme ça que c'était vécu à l'époque. Et la réaction a été de constater bizarrement qu'ils ne payaient jamais parce qu'ils ne dépassaient pas la densité. C'est-à-dire que la densité, en cours de route, était quelque chose qui n'était plus, en quelque sorte, non pas à la mode, mais qui n'était plus nécessaire. Qu'est-ce qui s'était passé? Il s'était passé qu'en fait, les moyens de transport s'étaient répandus et que la densité était moins obligatoire. On a donc été étonnés de cette situation. Et curieusement, au bout de 20 ans, au début des années 2000, la densité est redevenue à la mode. Elle est redevenue à la mode avec la question environnementale, avec la question de l'effet de serre, avec la question énergétique. Et aussi un peu avec la question de la crise du logement. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a un débat, et c'est vrai qu'il s'est passé, après la loi SRU, après l'année 2000, une sorte de revirement dans la profession, où la question de la densité, de la densification, a retrouvé ses lettres de noblesse. Bon, moi qui avait une tendance chercheur, et qui m'intéressait justement un peu au Grand Paris, j'ai réagi effectivement fortement quand la question du Grand Paris est arrivée sur la table, parce que justement, les gens qui ont planifié le schéma directeur de Paris ont insisté sur, mais oui, la densification, c'est la solution pour lutter contre les gaz à effet de serre, etc. Et ma réaction a été de dire à mes collègues, mais vous dites n'importe quoi, c'est pas vrai, ce n'est pas vrai si vous ne touchez pas à la vitesse. Hein, c'est-à-dire que les deux sont liés. La densification, c'est la contrainte indispensable dès lors qu'on va lentement. Donc, du point de vue de l'histoire des villes. Et on est maintenant dans une autre histoire des villes où, finalement, on a le choix. Est-ce qu'on peut aller vite ou lentement, suivant le genre de déplacement qu'on fait. La densité, est-ce que c'est justifié ou pas? Bon, je ne vais pas vous dire que ce n'est pas justifié, mais je vais vous dire que c'est quelque chose qui mérite, qui est vraiment un objet de débat à tous les niveaux, et que c'est quelque chose de très compliqué. Je vais vous donner mon point de vue. Il y a une part de subjectivité, il y aura une part de scientificité aussi, mais c'est par définition quelque chose qui est subjectif, parce que ressenti. C'est pas, souvent, on ressent quelque chose de très dense qui ne l'est pas. Du moins, si on calcule le nombre de personnes ou de mètres carrés. C'est-à-dire que la densité, et c'est ça qui complique un peu la chose, c'est quelque chose qui renvoie
à la subjectivité, au sentiment d'entassement, et c'est pas parce que l'entassement par définition c'est subjectif. Ceci étant dit, j'ai repris en quelque sorte les différentes idées qui sont à l'origine de cette notion de densification au sens large pour vous donner mon sentiment sur est-ce que ça tient la route ou ça tient pas la route. Premier grand objectif qu'on met de la densification, c'est contrer la dynamique d'éparpillement périurbain. L'éparpillement périurbain, c'est quoi? C'est les maisons individuelles qui se multiplient depuis une trentaine d'années ou une quarantaine d'années dans la campagne, ce qui fait que finalement, il y a à peu près un tiers des gens qui travaillent dans la partie agglomérée des villes qui n'y habitent pas, qui fait des flux de voitures effectivement considérables. Je crois qu'à Grenoble, vous êtes servi pour ce qui est de remplir les voies d'accès. Oui. Bon, donc ce processus-là qui s'est mis en place depuis longtemps a eu une certaine difficulté à être interprété dans nos milieux professionnels. On a commencé par dire les gens veulent la nature. Ensuite, on a dit c'est la faute de la vitesse. C'est parce que effectivement il y a à portée de temps d'accès la possibilité d'avoir finalement un logement plus grand et moins cher. Et en fait, ce dont on se rend mieux compte maintenant, c'est qu'effectivement, c'est d'abord quelque chose qui est logique, avec à la fois la vitesse, plus meilleur marché, grâce à l'automobile, et le fait que les prix des logements ont vraiment du mal à baisser, qu'il y a une certaine inertie, en quelque sorte, du fonctionnement du marché immobilier, contrairement à ce que l'on pense en général. C'est pas parce qu'il y a assez de logements que les prix vont baisser. On raisonnait un peu jeu de cube au lieu de raisonner Monopoly. C'est-à-dire que c'est pas un problème de remplissage, c'est un problème de coût. Et le coût, c'est pas lié strictement à la densité, c'est la densité est plutôt une conséquence du coût, et non pas la cause du coût. On a fini par mieux comprendre le fonctionnement du marché du logement, de voir qu'il y avait une inertie à sa descente, et parce qu'en définitive, le prix du logement, quand il n'y a pas de bulle immobilière, il est en moyenne proportionnel aux revenus des gens. C'est la part, en quelque sorte, de leurs revenus qu'ils veulent bien consentir pour se loger. Et puis, exceptionnellement, il y a des bulles, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une demande supplémentaire qui tient au fait qu'il y a des investisseurs étrangers, qu'il y a toute une série qu'il y a des gens qui ont peur et qui préfèrent mettre l'argent qu'ils mettent à la bourse dans l'immobilier. Et à ce moment-là, on est dans une bulle immobilière. On est d'ailleurs en train d'en sortir tout doucement. On a eu, et notre période très troublée fait que maintenant on a des bulles immobilières à répétition. On a eu 2 grandes bulles immobilières depuis une vingtaine d'années. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, ce qui fait le prix du logement en moyenne, je dis bien en moyenne, c'est les revenus des gens et ensuite la conjoncture mondiale, en quelque sorte. L'attitude par rapport à l'immobilier si on est dans une période difficile. Comme c'est en fonction des revenus des gens, finalement, même si on fait plus de logements qu'il n'en faut, c'est pas ça qui fera baisser les prix. Au moins de l'accession à la propriété. Et c'est cette impossibilité de faire baisser les prix de l'accession à la propriété dans la partie dense qui explique tellement urbain. Si on voulait que les gens qui s'éloignent puissent revenir, il faudrait leur donner de l'argent. Et c'est là qu'est la contradiction. Alors, il peut y avoir des solutions. Ce n'est pas des solutions faciles à mettre en place. Elles portent atteinte au droit de propriété. Ça consisterait à taxer, par exemple, tous les propriétaires. Puisqu'en fait, être propriétaire maintenant, c'est avoir droit à la rente immobilière et à sa fluctuation. C'est devenu ça. Dans notre univers turbulent sur le plan économique, c'est devenu ça. C'était pas stable, c'était stable. Mais ce n'est plus stable. Et je pense que ça va rester non stable, compte tenu du monde dans lequel nous sommes. Ce qu'il faudrait, c'est effectivement prendre de l'argent à quelqu'un, soit aux contribuables, soit éventuellement aux propriétaires, et faire des prêts
pour que les gens qui ont moins d'argent puissent être propriétaires en leur laissant un peu plus de temps, en leur donnant un différé pour accéder à la propriété. Donc c'est la question, en quelque sorte, du financement de l'accession à la propriété n'est pas dans l'état actuel des choses adéquat à l'objectif de lutter contre l'étalement urbain. Mais la solution, elle n'est pas dans l'intensification, elle est dans la réforme du financement du logement. Bon, ce qui n'est pas soluble localement, ce qui suppose une réforme nationale. Il y a actuellement effectivement un certain nombre de réflexions qui vont un peu dans ce sens-là. On est sur l'idée de séparer la propriété du logement de son fondement. Il y a toute une série de pistes de réflexion. Dans l'état des choses, l'affaire n'est pas résolue. Hein. Donc, premier point de vue que je soumets à la critique, mais sur lequel je suis relativement convaincu, la densification ne produit pas ne contre pas l'éparpillement urbain. La meilleure preuve, c'est que la ville qui en a fait le plus dans ce sens, c'est la ville de Rennes, qui était la plus entreprenante en termes d'opérations centrales, parce qu'ils avaient pas mal de terrains publics, parce qu'ils avaient fait des réserves foncières depuis longtemps. C'est pratiquement une de celles qui a le plus de périurbanisation. La question, en quelque sorte, de la densification, c'est comme moyen de contrer l'étalement urbain, c'est en fait raisonner cube au lieu de raisonner prix, au lieu de raisonner monopoly, au lieu de raisonner valorisation du sol, au lieu de raisonner compétition pour l'espace, hein, au lieu de raisonner économie. Hein. Donc c'est assez normal que les urbanistes, qui ne sont pas des économistes, se trompent. Accompagner les mesures de diminution des kilomètres automobiles et de rejet de CO2. Hein, on va faire dense, donc on va avoir une ville plus rétrécie. En conséquence de quoi, on devrait aller moins loin. Aller moins loin, c'est moins de kilomètres automobiles. Et donc, c'est moins de CO2. Donc, c'est bon pour la planète. Bon, c'est là que, justement, la densité ne se décide pas. Enfin, où elle se décide que là où c'est possible, parce que, justement, il y a déjà beaucoup d'équipements, etc., mais que, globalement, la densité dont on hérite, celle qui a été sécrétée en quelque sorte par le passé, elle est le résultat de l'époque où c'était là. La ville héritée, celle que vous occupez actuellement, c'est une ville qui n'a été dense que parce que c'était là. La preuve, c'est que les Américains, quand ils ont commencé à avoir la voiture, ils n'ont pas réussi à faire des villes autres qu'étalées. Il y a un lien étroit entre la densité et la vitesse. La densité, c'est le résultat élémentaire dans l'histoire, en quelque sorte, de la densification. Donc, si on veut vraiment trouver un équilibre avec... diminuer les kilomètres au nom de l'effet de serre, le plus efficace, ça ne va pas être de jouer à la densité, ça va être de jouer à la vitesse. Ça va être de limiter la vitesse. Diminuer la vitesse, ça pose d'autres problèmes. Ça pose entre autres les problèmes économiques. Ça pose, en quelque sorte, le problème de partager l'usage de la voirie différemment. Ce qu'on ne sait pas faire en France, pour l'instant. Et c'est un des problèmes qui se posera certainement dans les années qui viennent. La raison annoncée de si je regroupe la densification, j'évite l'éparpillement urbain, donc j'évite des longueurs de kilomètres, le supplémentaire, il ne tient pas. Par contre, ce qui est important, c'est d'essayer de faire des villes cohérentes, c'est-à-dire des villes où il n'y a pas plus d'habitants qu'il n'y a d'emplois. Si vous faites quelque chose où il y a une distorsion entre les deux, vous allez créer une surpression de demande autour des emplois et vous allez avoir d'autant plus d'éparpillement. Les villes les plus éparpillées sont celles où les emplois sont les plus concentrés. Et le cas de la région parisienne est le cas extrême. Il y a un surcroît d'emplois dans la zone dite du métro qui est au moins de 30% supérieur au nombre d'habitants. Comme en plus il y a plein de Parisiens qui travaillent à la banlieue, ça fait d'autant plus de banlieusards qui sont obligés de rentrer dans la zone d'emploi. Si on veut vraiment maîtriser les longueurs de déplacement, il faut d'abord commencer par ne pas avoir trop d'emplois par rapport au nombre d'habitants. L'objectif de la densification, c'est rattraper la concentration d'emplois. Et dans certains cas, rattraper la concentration d'emplois, ça provoque
une augmentation supplémentaire du prix des logements. C'est le cas de la région parisienne. Je ne suis pas sûr que ce soit votre cas. Je pense que ça mériterait d'être analysé. Si effectivement vous avez des prix rapportés aux revenus qui sont nettement supérieurs dans la partie centrale par rapport à ce qui existe dans la périphérie, il y a peut-être un problème d'insuffisance de transport. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas comme en région parisienne. Mais de façon générale, ce qu'il faut retenir, c'est que la raison de la densification en général, la vraie justification, c'est la question de l'emploi. Et la question de l'emploi, elle est compliquée parce que on est bien content de les avoir, les emplois. Comment peut-on gérer les emplois? Naturellement, toutes les villes veulent avoir plus d'emplois pour leur développement. Mais quand on se trouve comme vous dans un site contraint, vouloir plus d'emplois, on a peut-être intérêt à le partager un peu plus avec les voisins. Donc la question en fait de la densification, ce qui est derrière la question de la densification, c'est la question de l'équilibre emploi et logement. Alors maintenant, résoudre la question du logement par la densification. Alors c'est vrai qu'il y a une crise, et il n'y en a pas moins chez vous qu'ailleurs, peut-être même plus. En général, c'est dans les grandes villes. C'est vrai aussi qu'il y a une crise au sens quantitatif. À l'échelle de la France, on estime autour de 800 000 le nombre de logements qui ne sont pas faits. La conséquence de cette absence de logement n'a qu'un très faible impact sur le prix des logements vendus. Il y en a une, par contre, sur le prix de la location. Donc, il faut effectivement augmenter le nombre de logements, mais on se compliquera la vie si on fait ça après avoir accepté trop d'emplois. Il y a vraiment une exigence de construction, et elle impliquera ou non densification, si on a été ou non plus ou moins gourmand dans l'accueil des emplois, ou si en quelque sorte subi le phénomène et qu'on n'a pas veillé à l'équilibre entre les deux. Par ailleurs, la solution de la crise du logement passe effectivement par un nombre suffisant de construction de logements sociaux, puisque c'est ça qui manque. Vous n'êtes pas dans un des cas, d'après ce que j'ai vu dans le dernier observatoire, il y a quand même beaucoup de construction en logements sociaux, qui est effectivement relativement exemplaire par rapport à ce qui se fait en général en France. Ce manque de logements sociaux, soit on les fait neufs, soit on transforme d'anciens logements en logements sociaux, mais ça n'implique pas obligatoirement la densification. Ça n'implique la densification que si, par ailleurs, on n'a pas résolu le problème de l'équilibre avec l'emploi. Économiser l'argent public. C'est un des domaines où je trouve que la densification peut avoir des raisons. C'est clair que les secteurs périurbains ou des secteurs de périphérie peuvent mériter une certaine densification, beaucoup moins que le centre-ville. Les deux justifications qu'on peut trouver à la densification, parce qu'il n'y a pas de raison d'accepter une ville complètement plate et horizontale, c'est bien sûr de justifier des équipements de superstructure de proximité, les écoles, les commerces, que sais-je, et l'autre aspect, c'est d'avoir une desserte en transport collectif possible. Si vous n'avez pas assez de densité, vous n'aurez pas de possibilité d'avoir une alternative à la voiture. Donc la densité, ce n'est plus la densification, c'est ponctuellement, la densité offre la possibilité d'avoir un cadre de vie qui ouvre des possibilités de mieux vivre, avec la possibilité d'avoir des équipements de proximité et d'avoir des dessertes de transport collectif. Ça concerne surtout les espaces de la périphérie et de la périurbanisation. Moins les espaces centraux qui sont déjà équipés. La justification dans les espaces centraux, ça sera bête parce qu'on a un excédent d'emploi et qu'on veut limiter l'éloignement du travail. Alors, un des arguments qui est souvent utilisé et qui n'est pas faux, mais qui peut l'être, c'est la densification est une occasion d'avoir un agrément du cadre de vie. Beaucoup d'urbanistes qui sont pour la densification utilisent plutôt le terme d'intensification de l'urbanisation que l'utilisation du terme densification. Parce que densification, ça veut dire entassement. Intensification, c'est au contraire l'urbanité des lieux, la qualité urbaine qui est renforcée. Et c'est vrai qu'effectivement, dans un certain nombre de cas, si vous avez un architecte urbaniste qui vous fait du bon travail, une certaine densification peut vous offrir un cadre de vie plus agréable qu'une forme complètement étalée. On ne sait qu'après,
en général, mais c'est possible, il ne faut pas exclure. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'on a aussi des contre-exemples. Puisque c'est pour le service des gens, ça se discute avec les gens. Ce qui est singulier dans le cas de Grenoble, et qui est un peu original, ce que j'ai eu l'occasion de repérer quand j'étais grenoblois, c'est que c'est une ville qui a la réputation d'être dense. Hein, et ça s'explique par l'histoire. Ça s'explique par son site, essentiellement. On peut concevoir qu'en définitive, on redistribue en quelque sorte les zones plus denses et moins denses, si du point de vue de l'urbanisme c'est intéressant, mais il y a un équilibre à trouver pour garder encore en quelque sorte les qualités résidentielles des espaces. C'est quelque chose de subjectif, c'est quelque chose de difficile, d'autant que tout changement est reçu naturellement comme une agression. Mais l'urbanisme peut avoir des propositions qui vous proposent des choses plus intéressantes que ce que vous bénéficiez actuellement. Bon, je pense que le problème de fond, c'est en fait, du fait que vous avez ce site très contraignant, vous avez probablement une vulnérabilité aux surquantités en quelque sorte d'emploi. Le problème du partage de l'emploi avec l'approche périphérique. Cette situation très originale au confluent des différentes vallées fait qu'en fait il suffit pas de beaucoup d'emplois supplémentaires pour en fait contraindre en quelque sorte l'ensemble du site. Et ça se voit sur les longueurs de queue, sur voies d'accès. Et vous avez probablement une situation foncière et immobilière qui est d'un niveau, qui est comme si votre ville avait 100 000 ou 200 000 habitants de plus, simplement parce que vous n'avez pas ce qui existe dans ces villes de plus grande taille, à savoir du périurbain dans toutes les directions. Votre périurbain, il est au moins 20 bornes, en gros, en simplifiant. Il faut déjà faire une quinzaine de kilomètres pour rentrer vraiment dans le périurbain discontinu. C'est une donnée de fond qui fait qu'en fait la question de l'organisation des emplois est chez vous plus critique